Tout le monde croit que le volcan islandais a chopé le Covid et qu'il est en crise de tout, alors que non, c'est la prophétie du 250e JT Comics qui se réalise, puisque j'ai ouvert cette chaîne le 31 août 2015 et que depuis il n'y a pas eu une seule semaine sans qu'on retrouve donc le JT Comics, ce rendez-vous non monétisé que j'aime tant. C'est passé à une vitesse complètement folle, pour le JT numéro 100, il y avait eu un reportage sur l'équipe rédactionnelle du JT Comics, pour le 150 un concours The Magic Order avec Olivier Coipel, ça va bientôt être adapté d'ailleurs en série Netflix, et pour le 200 carrément un court-métrage sur les comics du multiverse qui avait été fait avec mon poteau Alexandre Sauzet. Pour le JT 250, mis à part un volcan, rien de grandiose, et en plus mon auteur de comics préféré est accusé d'être un prédateur sexuel pathétique. Je tombe de haut, et justement je crois d'ailleurs que je ne ferai jamais mieux que l'intro du JT numéro 50 où il se passait ça. Bon. Je ne m'en lasserai jamais. Bon, évidemment que j'avais des idées de dingo pour ce JT numéro 250, mais pour plein de raisons, allant du confinement jusqu'au fait que je bosse sur un jeu de rôle officiel Warner, donc Batman avec Monolith, en passant par évidemment la vraie vie, mon boulot de traducteur, les vidéos de décryptage de House of X, Powers of Ten, qui vous plaisent beaucoup et qui me prennent énormément de temps à faire. Pour toutes ces raisons, en plus de la vie réelle, je reporte ces idées à quand j'aurai les moyens de les mettre dignement en œuvre. De toute façon, c'est quoi 250, mis à part la moitié de 500. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 250e JT Comics. Est-ce que vous connaissez Bruce Buffer? C'est la voix officielle de l'octogone de l'UFC, celui qui présente les combattants. Avec le Covid et les combats annulés, je pense qu'il a dû se trouver un petit job d'appoint en tant que graphiste chez Urban Comics, et c'est pour ça que dans le coin vert vous pouvez lire Green Lantern, et nous, sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Choc thermique. Tiens, si vous connaissez des chauffagistes climatiseurs, faites-leur tourner cette news parce qu'il y en a marre de voir sur leur camion toujours ce même logo, une moitié de flamme bien rouge avec une moitié de flocons bien bleus. Non, là, ils ont l'occasion d'être originaux et en plus de se démarquer auprès des geeks en faisant mettre sur leur camion la couverture de ce Fantastic Four numéro 24 qui va répondre à une question vieille de 2 ans. Qu'est-ce que Bobby Drake sous-entendait quand il a déclaré avoir fait partie déjà des Fantastic Four? C'était au tout début du relaunch de Dan Slott dans le numéro 2. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la Torche voulait dire quand il lui a répondu que non, cette fois-ci ça ne comptait pas? Est-ce que Johnny Storm a fait fondre le Yeti dans un moment torride qui était tellement bon que l'autre a cru qu'ils étaient 4 et qu'il s'est dit ouais youpi, je suis dans les Fantastic Four? Enfin, l'inverse. Je vous laisse spéculer dans les commentaires sur ce secret qui nous sera révélé en septembre prochain. SS. Aïe 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 aïe, en parlant de chaud-froid, vous savez qu'en ce moment il y a une rumeur qui court d'un jeu Batman qui va nous être présenté, qui serait par la Warner Interactive, peut-être un petit peu par Rocksteady aussi, qui nous ont sorti les meilleurs jeux Batman de la dernière décennie. On nous faisait miroiter un jeu avec la cour des hiboux, mais apparemment ça serait plutôt un jeu X, mais rhabillez-vous, surtout toi au fond à droite, toujours le même, puisque quand je dis X, je parle de la Task Force X, l'escadron suicide, puisque Rocksteady sera en train de bosser sur une adaptation vidéoludique de la Suicide Squad, 7 équipes immortalisées par David Ayer qui vont en profiter pour essayer de raviver les flammes de son Ayer Cut, mais si vous voulez mon avis, allez lire plutôt les comics de John Ostrander, vous gagnerez du temps. Il y a fort à parier qu'il saupoudre tout ça d'un petit peu beaucoup de Batman, puisque vous allez voir dans ce JT que DC semble se résoudre à appliquer sa fameuse recette bien connue des fans de comics dans tous ces univers transmédiatiques. Batman n'est plus si affinité, puisque l'un des noms de domaine qui a été déposé, c'est Suicide Squad Kills the Justice League. La mort de la Justice League, à moins que Ra's al Ghul intègre la Suicide Squad et qu'il nous fasse un petit remake de la Tour de Babel en version jeu vidéo, j'y crois moyen. So serious. Souvenir, je vous en parlais dans le JT Comics numéro 25, souvenez-vous de ce collectionneur français qui avait commandé une commission à monsieur Bill Sienkiewicz et celle-ci avait été volée, le paquet avait été éventré et la commission dérobée. Bill avait tweeté aux voleurs qui ont éventré le colis pour dérober la commission à son destinataire français, allez vous faire foutre. Un marchand d'art offrait même 5000 $ de récompense à quiconque lui ramènerait cette pièce. Et cette semaine, qu'est-ce qui est apparu dans une vente aux enchères de la maison Cornette Saint-Cyr? Alors pas celle-ci, puisque celle-ci c'était plutôt
plutôt consacré au monde asiatique, eh bien la pièce dérobée qui a été retirée évidemment de la vente depuis, et j'aimerais vraiment connaître les coulisses, je saurais peut-être, hein, je suis sur le dos. Est-ce que c'est le voleur qui se sont dit, ils ont oublié, hein, c'est que Batman et le Joker, pas Bill Sienkiewicz? Est-ce que c'est quelqu'un d'un peu naïf à qui il l'aurait revendu? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le coup et qui a besoin d'argent? On verra, je vous tiens au courant. Et en parlant de vente aux enchères, hein, c'est le co-créateur de Sentry, Paul Jenkins, qui, pour aller dans le sens donc de Gail Simone, qui a lancé des grosses ventes aux enchères comics, hein, destinées à soutenir financièrement le mouvement Black Lives Matter, eh bien, a mis en vente un petit bijou. Un original de Bill Sienkiewicz sur un scénario d'Alan Moore, hein, c'est le fameux Big Numbers. Il n'y avait eu que 2 numéros de sortie officiellement. Le 3e était paru, hein, mais que des photocopies qu'Alan Moore avait autorisé qu'on publie sur Internet. Bill Sienkiewicz ne pouvait plus continuer à assumer cette dose de travail, donc il avait préféré se retirer. C'était chez Mad Love, hein, l'éditeur indépendant fondé par Alan Moore, et là c'est une page donc du 3e numéro qui a jamais été vraiment publié. Je m'y suis un petit peu intéressé, j'allais tweeter mon prix, puis 5000 $ quand même, j'ai fait disparaître mon doigt à la John Wick. Warren Ellis. Semaine merdique dans laquelle de nouveaux scandales sexuels ont été dévoilés dans le monde du comics. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est bien souvent des secrets de polichinelle. Tout le monde savait, personne ne faisait rien. Ça commence avec Cameron Stewart qui se servait de son influence, de ses fans, puisqu'il était co-scénariste entre autres, hein, sur la série Batgirl, pour flirter par message, pas que par message, avec de jeunes femmes, bien souvent mineures, et ça c'est un crime, c'est clairement illégal. Je sais qu'il y en a qui cherchent beaucoup des cadres légaux, ça c'est illégal, ça s'appelle Enticement of a Child, Enticement of a Minor, ça c'est illégal dans toute l'Amérique du Nord. Et ça se complique d'autant plus quand c'est par exemple entre 2 collègues de travail qui sont subordonnés par des rapports hiérarchiques, quels qu'ils soient. Et comme avec MeToo, hein, ça a créé une vague de libération de la parole, hein, et là c'est par exemple Jason Latour qui est visé par des accusations de drague ultra insistantes qui ont mis mal à l'aise sa victime pendant tout un week-end pour sa toute première convention internationale, hein. Ça a commencé à l'hôtel, ça continue le lendemain dans le milieu professionnel, enfin c'est assez lourd. Et Katie West, elle, mentionne un nom, celui de Warren Ellis, qui apparemment se servait de son influence, de sa notoriété pour faire dériver des messages vers des conversations sexuelles avec des femmes qui sont beaucoup plus jeunes que lui, 10, 20, 30 ans, puisqu'on vieillit tous, et qui ont toutes le même profil, hein, un profil de ce qu'on appelle les modèles alternatifs, Suicide Girl par exemple. Et là il y a tous les Matt Murdock qui vont me dire oui mais il n'y a rien d'illégal, et je leur réponds oui, bien vrai, mais attention, hein, les Daredevil, vous savez très bien que la justice est aveugle et que comme un vieux scénique, elle a des putains d'angles morts. Il n'y a pas que l'illégal qui traumatise, qui crée des environnements toxiques et qui fait des victimes à qui il faut toujours prêter une oreille attentive et pas les discréditer comme ça d'un revers de la main en supposant que c'est par cupidité qu'elles font telle ou telle accusation ou quoi que ce soit. De toute façon, il n'y a pas vraiment de débat, hein, puisque Warren Ellis n'a pas nié les faits en bloc, hein. Moi si j'étais accusateur, je nierais en bloc, non. Il a quand même reconnu avoir fait des erreurs et les prendre à 100% sur lui dans un communiqué qui, je vous l'avoue, sent fort le guacamole. Il déclare avoir toujours pensé engager des conversations d'égal à égal, ne jamais s'être senti dans une position de supériorité, alors que c'est bien ça qui est en cause, hein, sa notoriété et comment est-ce qu'il l'utilise. Il est indéniable, hein, que Warren Ellis est un putain de génie créatif qui a révolutionné le médium, hein, dans les années 90, début des années 2000. L'industrie aussi, hein, puisque il avait son Warren Ellis Forum, qui était un des forums de comics les plus fréquentés de l'époque, qui faisait, défaisait des carrières, des couples, plein de choses. Y être bien vu par le grand patron du forum, ça a aidé, hein, à accéder à certains postes plus facilement. C'était un forum inclusif, ouvert à tous, aux hommes comme aux femmes, hein, pour qui ça a été un tremplin pour grand nombre d'entre elles, hein. Warren Ellis, qui s'y faisait appeler Staline, veillait, hein, d'une main de fer à ce que les femmes soient laissées tranquilles et pas trop emmerdées, hein, par des gros lourdingues. Il pouvait compter pour ça, hein, sur l'aide de ses filthy assistants, hein, vous reconnaîtrez la référence. C'était des modératrices qui veillaient au grain avec lui. Sauf que voilà, il demandait des photos, il était un petit peu plus loquace, hein, sous les photos des femmes que sous les photos des mecs, hein. Pour l'instant, de ce qu'on sait, ça se passait exclusivement en ligne, et puis il disparaissait un petit peu comme Batman sur le toit du commissariat de Gotham après qu'il ait eu ce qu'il ait voulu, ou alors des fois avec des petites crises de jalousie quand il savait que tel modèle parlait avec tel créateur ou pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, je suis tout à fait ouvert au débat dans les commentaires, mais je crois qu'il n'y a rien de plus pathétique
pratique qu'un vieux qui a envie de baiser. Je condamne évidemment ces pratiques qui pourrissent, qui ternissent l'image de l'industrie du comic book, qui doit être un environnement de travail sain, serein pour absolument tout le monde, qui est déjà pourri à intervalles bien trop réguliers par beaucoup trop de scandales sexuels, comme Eddie Berganza, éditeur de Superman et agresseur sexuel avéré, que DC a préféré garder pendant 15 ans, quitte à demander à ce qu'il n'y ait pas de femmes dans son staff, plutôt que de le débarquer. Moi je ne le savais pas, mais apparemment c'est un secret de Polichinelle. Il y en a certains qui disaient oui, mais tout le monde savait que c'était un connard. Moi j'ai que 30 ans, fin des années 90, je lisais pas encore du Warren Ellis, j'ai découvert un petit peu plus tard. Donc comme pour beaucoup de créateurs, tout le monde savait, mais ça passait, c'est un fripon, c'est un gros baiser, enfin voilà, tout ce qu'on peut se dire des fois pour cautionner des comportements quand c'est des superstars. Donc le soir même où les allégations sont tombées, moi j'ai contacté des femmes de l'industrie du comics avec lesquelles je suis en contact. Je sais qu'elles se serrent les coudes, qu'elles ont des groupes secrets où elles se disent méfie-toi de tel ou tel artiste, tel ou tel éditeur, dans un milieu où, dans les conventions notamment, on mélange très souvent le business avec le plaisir. L'alcool coule à flot et vous savez que c'est un mauvais délire. Souvent on se sert d'alcool, voire d'autres choses pour conclure des contrats, et ça c'est jamais bon. Et elles tombaient toutes des nues. Il y en a même qui devaient travailler avec lui sur son nouveau label, probablement chez Image Comics. Ça a été annulé avec le Covid, mais elle m'a dit non, il a toujours été très professionnel, il m'a toujours aidé, et ça c'est ce que disent beaucoup de femmes, mais ça n'enlève rien au témoignage des autres. Et quand je dis des autres, c'est pas c'est il y a environ, je suis en contact aussi avec les victimes, et il y a environ plus de 50 personnes qui se sont manifestées pour des faits datant de jusqu'à l'année dernière. Donc l'argument du oui mais il s'est égaré une fois, c'était il y a longtemps, ne tient pas debout. L'argument du oui mais elles le voulaient bien, elles étaient consentantes, elles attendaient même quelque chose en retour. Oui, j'en sais rien, mais c'est probable que certaines l'aient fait dans cet état d'esprit, mais je pars du principe que quand on a la vingtaine, on sait moins ce qu'on fait que quand on a la cinquantaine, et que justement à la cinquantaine, on a peut-être une responsabilité de protéger les plus jeunes, et de ne pas abuser de leur naïveté. L'argument du oui mais c'est toutes des salopes féministes qui veulent annuler tous les mecs et leur couper la bite, ne tient pas debout, déjà parce qu'il a un tantinet exagéré, et qu'en plus Katie West a retiré son tweet et qu'elle a dit moi je ne veux annuler personne, je ne veux ni ruiner ma vie ni ruiner celle des autres, je veux juste dénoncer un comportement qui est systémique. Warren Ellis, sauf son respect, c'est plutôt le remous que la lame de fond, et si on veut éliminer le remous, il faut s'attaquer à la lame de fond. Et quelqu'un de cupide, de mythomane, ce serait peut-être plutôt attaquer un Rob Liefeld, un Jim Lee, à l'argent. Pour ma part, après avoir bien déblatéré, je vais me taire, déçu tout de même d'apprendre que l'une des personnalités que je préfère le plus dans le monde du comics, c'est le genre de mec en chien que tu retrouves à se secouer la knacky sur chatroulette à 4h du matin en imaginant que c'est le cadrage dont les meufs raffolent et qu'elles vont toutes lui sauter dessus. Me taire donc et attendre, comme elles me l'ont dit, que les victimes finissent de s'organiser et sortent les preuves de ce qu'elles avancent pour justement mettre à jour tout ce système. En attendant, DC a annulé la double page de Warren Ellis dans l'anthologie de Batman Metal. Ils l'ont remplacé par une double page écrite par Marguerite Bennett, et le prochain numéro de The Batman's Grave est mis en attente. Je reste fan de Transmétropolitan et je me dis justement qu'est-ce que ferait Spider Jérusalem, et c'est lui qui nous donne la solution, et il est monstrué, c'est se sentir concerné, c'est rendre à ces enflures, à ces gens qu'on laisse régir nos vies à notre place, la monnaie de la pièce. On leur montre qu'ils ont des comptes à rendre. Mieux que l'Octogone. Tiens, la semaine dernière, j'imaginais un match de boxe à base de news entre Marvel et DC, et sachez que désormais, quand il y aura embrouille entre geeks, quand ils se demanderont sur Twitter si Tobey Maguire n'est quand même pas le meilleur Spider-Man, non, c'est Tom Holland, eh bien ils pourront se défier non pas dans l'Octogone, mais dans le Fandom. C'est le nom de la toute nouvelle convention virtuelle gratuite qui durera 24 heures d'affilée, qui est lancée par DC Comics. On devrait en apprendre bien plus sur tous les projets de la Warner. Il me semble quand même qu'ils parlent beaucoup de films, de séries et de tout ça, mais ils disent qu'il y aura quand même du comics, on verra. On risque d'y voir plus d'images de la Snyder Cut, dont le premier teaser montrant Doomsday est sorti cette semaine, du Wonder Woman aussi. Ça se passe le 22 août sur internet, comptez sur moi pour vous couvrir l'événement d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs DC semble beaucoup miser sur le virtuel en ce moment, puisqu'il lance une série de podcasts scriptés exclusifs, un petit peu comme Marvel l'avait fait avec Wolverine, et il s'agira de personnages déjà existants du lore Warner, et donc DC aussi, et de personnages créés
créé pour l'occasion et ça se passera en exclu sur Spotify. Roue libre. Vous vous souvenez de l'époque où la Warner DC ne souhaitait pas adapter plus d'une version de ses personnages à l'écran, de peur que ça rende la situation trop confuse? Eh ben il y en a un qui a dû lire Multiversity, qui a dû regarder les audiences du Crisis on Infinite Earth sur CW, qui a dû se sniffer un gros rail de coke et partir en courant en caleçon à une réu brainstorming pour définir un cap, que dis-je, une péninsule. Et il est arrivé, il a posé l'attaché case sur la table, il a dit on rappelle Jeffrey Dean Morgan et Michael Keaton. Mais pourquoi faire? Lui demande ses collègues complètement interloqués. Il dit mais pour les mettre dans Flash. Et là ils disent mais on va vraiment le sortir ce film? Et oui, ça fait toujours bizarre d'avoir des nouvelles du film le plus lent à sortir du DCU, qui porte pourtant sur l'homme qui en est le plus rapide, à moins que DC se décide de faire avec Batman ce que Maïté faisait avec le beurre, c'est-à-dire d'en mettre absolument partout, ce que DSK faisait avec la crème. Ils font ça dans les comics pour booster un petit peu les ventes, 500 grammes de Batman par là, 500 grammes de Batman par-ci, et là il semblerait qu'ils se décident à adapter cette recette gagnante sur le film Flash qui devra adapter Flashpoint, donc le comics de Geoff Johns et de Andy Kubert, dans lequel Flash, pour sauver sa mère, certes c'est noble, eh bien il se tape un petit sprint de trop, il modifie complètement la réalité, il arrive dans un monde où Bruce Wayne est mort, un jeune tué dans Crime Alley, et c'est ses parents qui ont survécu, donc Thomas Wayne est devenu Batman, Martha Wayne est devenue le Joker, elle a sombré dans la folie après la perte de son fils. Donc ça c'est pour Jeffrey Dean Morgan, Thomas Wayne de Batman vs Superman. Et Michael Keaton, vous allez me dire, il a plus l'âge de jouer Alfred que Batman, mais il est encore beau gosse, il est bien conservé. En plus on sait pas, est-ce que ça va être The Dark Knight Returns, donc un Batman qui sortirait de sa retraite, est-ce qu'il serait définitivement à la retraite, est-ce qu'il aurait la relève, est-ce que ça serait un Batman Beyond? Et comme c'est Flashpoint, il y en a même qui disent que le Batman de Robert Pattinson apparaîtra également dans le film, et que c'est comme ça qu'il sera intégré à la Justice League, aux côtés d'Henry Cavill, aux côtés de Wonder Woman. Donc entre ça et la Snyder Cut, Warner, ça serait reparti absolument comme si de rien n'était. En attendant, un petit peu comme Amsterdam, ça sent le beau bordel quand même. C'est flou, mais j'espère juste que Joel Schumacher n'a pas fait une crise cardiaque en voyant que ni Val Kilmer ni George Clooney n'avaient été contactés. Oui. Adieu au grand réalisateur qui a fait sa dernière sortie de piste et qui restera à jamais celui qui a signé les aventures de Batman et Robin à la pointe du kitsch, mais à qui l'on doit quand même Chute Libre et The Lost Boys, donc respect. Lisez, cette semaine je commence à peine à avoir un tout petit peu de temps, même si je vais devoir très vite bosser sur le prochain décryptage, donc je pense que je vais me repartir dans le Swamp Thing d'Alan Moore, et j'ai pris l'absolute. J'ai hésité parce que ça a été recolorisé par Steve Olaf, par un studio qui fait des couleurs digitales, et que c'est toujours compliqué, c'est Steve Olive. Et c'est toujours compliqué les recolorisations, parce que c'est vrai que ça dénature pas mal le feeling original, et parfois ça peut être perturbant. J'ai pas pu résister à l'absolute quand même, chacun nos névroses. Certains disent que ça change radicalement l'expérience de lecture, ben voilà, je vous dirai après coup. Comme je vous dis, je continue de bosser activement sur le prochain décryptage, donc le Oxbox numéro 2 qui sortira en librairie le 1er juillet prochain, et la vidéo sortira le 19 juillet. Donc dites-moi ce que vous lisez, ce que vous geekez, dites-moi si The Last of Us numéro 2 est aussi bien que ce que l'on en dit. Moi j'aurais pas le temps d'y jouer avant un petit moment, donc ne me spoilez pas s'il vous plaît. Allez écouter du Sean James en jouant, c'est toujours cool. C'est la fin de ce JT, merci à vous pour vos pouces bleus, pour vos partages sur Facebook, sur Twitter, vous tweetez, vous retweetez, vous me mettez dans des stories Instagram, vous me partagez sur Discord. Vraiment, merci. Je sais qu'on pourrait débattre qu'il n'y a pas de grosse différence entre le 249 de la semaine dernière et le 251 de la semaine prochaine qui est déjà prévu. Mais c'est vrai que ça fait des grosses étapes, des gros chiffres, et je tiens à vous remercier d'être toujours là, toujours bienveillant dans les commentaires. Et je me sens reconnaissant, voilà, j'ai plein de projets, plein d'idées, mais comme on pourrait le dire à la Venom, tellement de projets, si peu de temps. En attendant, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires justement sur YouTube, où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux également. C'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. Je vous fais 250 bisous en respectant le geste barrière évidemment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Cherchez des petits détails croustillants sur le nombre 250. Le seul truc que je trouve, c'est que c'est le nombre de gens qui se sont rebellés contre Moïse dans la Bible et qu'il a tous fait périr par le feu. Alors excusez-moi, il maîtrisait l'eau, il maîtrise le feu. C'est pas un petit peu le premier super-héros Marvel lui? Prochain témoin de Jéhovah qui sonne à ma porte, j'en parle.